Bonsoir à toutes et à toutes. Donc chronique numéro 234. Dans cette chronique, je vais encore une fois me répéter et traiter effectivement de la destruction de l'URSS par une multitude de facteurs, dont effectivement la transition vers une économie de marché. Finalement, au fond, la même thérapie de choc qui a été appliquée en Pologne, en utilisant les Wałęsa, comme ce fut également le cas au Chili contre Salvador Allende et l'unité populaire. Alors, Boris Eltsine, encore ce sinistre, a été élu président de la Russie en juin 1991. Ça, c'est pour la date précise. Disons que la première élection présidentielle directe de l'histoire de la Russie. En octobre, Eltsine a annoncé que la Russie procéderait à des réformes axées effectivement sur le marché. Parce que c'est cela, finalement, au fond, qui nous importe de parler. Alors, du Parlement russe, Eltsine a reçu 1 an de pouvoirs spéciaux dans le but de refaire l'économie de la Russie. Les députés se sont sentis proches d'Eltsine, se souvenant qu'il était tenu, je dirais, au sommet d'un char à Moscou. Rappelez cette espèce d'image qui, aujourd'hui, on le sait, était en fait une véritable mise en scène. La réforme d'Eltsine devait être décrite comme similaire aux réformes de la Pologne, connues sous le nom de thérapie de choc. En Russie, il y avait eu une privatisation soudaine d'environ 225 000 entreprises d'État, d'où, quelques temps après, l'apparition d'une multitude d'oligarques s'étant, je dirais, enrichis, pour ne pas dire gavés. Une libération soudaine des contrôles des prix et des commerces, des devises, le retrait des subventions de l'État et la libéralisation, je dirais, du commerce. Eltsine avait réuni une équipe d'économistes consacrée à l'économie de marché. Ils étaient bien entendu des admirateurs de l'économiste américain Milton Friedman, et surnommés à Moscou les Chicago Boys. Alors, dans son livre Superpower Illusion, l'ambassadeur des États-Unis en Union soviétique, Jacques Matlock, écrit que la thérapie de choc a ignoré le fait qu'il n'y avait pas de capital légitime dans le pays. En d'autres termes, les détenteurs d'investissements dans la richesse, Matlock décrit le résultat des responsables du Parti communiste, des officiers supérieurs de l'armée du KGB et d'autres initiés privilégiés rejoignent bien entendu les criminels qui dirigeaient un marché noir pour voler ce qu'ils pouvaient aussi vite, bien entendu, qu'ils le pouvaient. Alors, l'Union soviétique voguait vers la libre entreprise sans personne ayant une grande expérience de la prise de décision dans une économie de marché libre. Presque aucun employé ou directeur soviétique n'avait une telle expérience. De plus, les lois adaptées à un système de libre entreprise n'étaient pas en place. Et cela devait être décrit comme la construction d'une maison sans plomberie, par exemple. Il est décrit, oui, je dirais même, il a été écrit qu'une approche graduelle aurait pu être meilleure. Matlock décrit cela comme la première libéralisation du commerce et des petites entreprises, avec des prêts généreux à la disposition des entrepreneurs, ainsi que l'arrestation de la poursuite des criminels qui s'en prenaient aux petites entreprises. L'industrie lourde, le transport ferroviaire et aérien et les communications auraient pu rester temporairement sous le contrôle de l'État. Propriété en tant que société tenue de concurrencer les sociétés d'État. Dans son livre, The Shock Doctrine, donc la doctrine du choc, de Naomi Klein, qui écrit sur l'effet de la déconnexion de la doctrine du choc avec l'opinion publique, et ce manque de démocratie résultant des pouvoirs dictatoriaux d'Eltsine. Et même Naomi Klein écrit, je cite, comme les partisans polonais de Solidarité, donc de Solidarnosc, 67% des Russes ont déclaré aux sondeurs en 92
qu'il pensait que les coopératives de travailleurs étaient le moyen le plus équitable de privatiser les actifs de l'État communiste. Et 79% ont déclaré qu'ils considéraient le maintien du plein emploi comme une fonction essentielle du gouvernement. Alors Eltsine a promis des difficultés pendant environ 6 mois, mais qu'alors la reprise viendrait et que la Russie deviendrait une grande puissance économique. Quatrième au monde, voyons. Et selon Noémie Klein, après seulement un an de thérapie de choc, qui avait fait des ravages, l'inflation avait, je dirais, réduit la valeur de la monnaie russe. Millions de Russes de la classe moyenne avaient perdu toutes leurs économies, ça ne l'oublions pas. Des millions de travailleurs n'avaient pas été payés depuis des mois. Et le Russe moyen a consommé 40% de moins en 92 qu'en 91. Alors le gouvernement a décidé de contrôler l'inflation par l'austérité pour lutter contre l'inflation. Et le taux d'intérêt ont été relevés et des réductions massives des dépenses sociales de l'État ont été effectuées. À la mi-93, de 39 à 49% de la population vivait dans la pauvreté. Je vous passe le problème de l'alcoolisme, du suicide, etc. Alors, les achats se sont taris. Au milieu des années 90, l'économie était déprimée. En 98, l'économie russe a davantage souffert d'un crash financier déclenché par la crise financière qui a débuté en Asie en 97. Et selon les statistiques du gouvernement russe, le déclin, je dirais, économique en termes de produit intérieur brut a été plus sévère que celui subi par les États-Unis. États-Unis, dans la Grande-Bretagne, qui a connu la dépression des années 30. Pardon, je suis en train de commettre une erreur, mais États-Unis dans la Grande Dépression des années 30. Alors, si on se rapporte effectivement aux informations données par Wikipédia, le décès lié à l'alcool en Russie, comme je l'ai précisé, a augmenté de 60%, ce qui n'est quand même pas rien. Et dans les années 90, les décès dus aux maladies infectieuses, aux parasites, ont augmenté de 100%, principalement parce que les médicaments n'étaient plus abordables pour les pauvres, puisque tout avait été privatisé. Le juste milieu et la prudence n'avaient pas été la voie des, je dirais, il faut le reconnaître, des marxistes-léninistes qui, finalement, au fond, en fin de course, ne croyaient plus dans le système. Et ça, il faut effectivement le reconnaître. La modération avait été la voie de ces sociaux-démocrates que Lénine, effectivement, avait, à un moment donné, considéré qu'ils étaient trop tièdes. Et, finalement, Eltsine n'a pas été non plus enclin, je dirais, aux émotions à l'égard d'une population, je dirais, martyrisée. Alors, il y a eu des conséquences politiques, y compris une montée de l'hostilité envers Eltsine. Aujourd'hui, l'être le plus détesté en Russie. C'est quand même assez étrange quand on regarde comment il a su être plébiscité. Le 13 août 93, une plainte dans le journal Izvestie, le président émet des décrets comme s'il n'y avait pas de soviet suprême. Le soviet suprême suspend les décrets comme s'il n'y avait pas de président. Le 21 septembre, Eltsine a annoncé dans une allocution télévisée que par le décret qu'il dissolvait, on pourrait dire, le soviet suprême et le congrès des députés du peuple. Et il a déclaré également son intention de gouverner par décret jusqu'à l'élection du nouveau Parlement et un référendum sur une nouvelle constitution. Cette nuit-là, le Soviet suprême a déclaré Eltsine démis de ses fonctions de président parce qu'il avait enfreint à la constitution de l'époque. Notons que les soviétiques, lors de la consultation, étaient à 76% pour le maintien de l'URSS. Et aussi étrange que cela puisse paraître, également le clergé orthodoxe. Alors, cette nuit-là, effectivement, des manifestations anti-Eltsine se sont mises en place et les gens sont descendus dans les rues pour protester contre les conditions de vie
qui était terrible. Les soviétiques ou les post-soviétiques et les nouveaux russes n'avaient jamais vu ça. Eltsine a obtenu le soutien de l'armée russe et du ministère de l'Intérieur. Lors d'une démonstration de force massive début octobre, Eltsine a appelé des chars et a appelé bien entendu à bombarder le Parlement russe, la Douma. En décembre 1993, des élections à un nouveau Parlement, la Douma d'État, ont eu lieu. Les candidats associés aux politiques économiques d'Eltsine ont souffert. Le vote anti-Eltsine se serait partagé entre partisans du Parti communiste et des ultranationalistes russes. Mais il devait y avoir au moins quelques personnes de mesure entre ces positions opposées. Et en même temps, il y avait un référendum sur la Constitution. Et le fameux référendum a gagné et, je dirais, étendu les pouvoirs du chef de l'État russe. Et le président Eltsine, qui restait au pouvoir, a obtenu le droit de nommer les membres du gouvernement, de destituer le Premier ministre, dans certains cas, de dissoudre la Douma au besoin. Donc, vous voyez comment, effectivement, cette politique a été mise en place et dont la volonté a été, effectivement, de détruire volontairement l'Union soviétique avec ce sinistre personnage que nous connaissons aujourd'hui et désormais, Boris Eltsine. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à la prochaine chronique.